Ok, donc la question qui m'est posée aujourd'hui et celle que Christine vient de commencer à poser, vient d'introduire. La question est la suivante: quel est l'état du féminisme 5 ans après MeToo? Je ne vais pas vous cacher que je suis moi aussi assez pessimiste, voilà. Pour moi, MeToo a eu un effet vraiment libérateur quand même pour les femmes, il faut le dire. Ça a été un vrai moment de communion pour beaucoup de femmes, pas toutes, mais pour beaucoup, enfin, en tous les cas, celles qui avaient accès à Internet à ce moment-là, ça a quand même été un moment de communion important. Personnellement, moi, je me souviens très bien, en fait, du moment MeToo. Je me souviens de la façon dont je lisais, en fait, Twitter tous les jours, regardant les mots de ces femmes, me reconnaissant moi-même, en fait, dans leurs paroles. Et ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses que j'avais vécues. Et je pense que c'était ça, en fait, l'intérêt de MeToo, le fait de se reconnaître dans le récit d'une inconnue qui habite à l'autre bout du monde et d'en tirer des conclusions pour soi et pour toutes les autres. Par souci d'honnêteté, je suis quand même obligée de dire aussi qu'il y a certainement eu quelques dérives. Voilà, c'est dit, voilà. Mais sur le moment, c'était avant tout beau. Et j'ai cru naïvement, peut-être un peu, qu'on allait changer le monde. Alors pour moi, ce que MeToo a montré, ce que MeToo a permis de révéler et d'asseoir, c'est qu'il y a un véritable problème autour des corps des femmes. Ça n'est pas un scoop. Nous subissons le viol, nous subissons le voile, nous subissons la prostitution, et c'est important pour moi de préciser que, en fait, j'en ai ras-le-bol. Voilà, j'en ai ras-le-bol qu'on parle de prostitution choisie. Premièrement parce que ça représente Je vous remercie. Premièrement parce que cette prostitution-là représente une infime minorité de ce qu'est la prostitution. Ensuite aussi parce qu'on peut s'interroger en fait sur les raisons qui poussent certaines femmes à choisir entre guillemets de pratiquer la prostitution. On sait qu'il y a quand même souvent une répétition de schémas traumatiques, voilà, et que la plupart ont de toute façon été victimes de violences sexuelles pendant l'enfance, et donc voilà. Et pour le reste de la prostitution, c'est un trafic d'êtres humains, un commerce de femmes. Et la prostitution, c'est avant tout ça. Voilà. Et c'est important de le rappeler à chaque fois. J'en ai marre qu'à chaque fois qu'on parle de prostitution, on s'écharpe là sur les 5% de prostitution choisie, ça suffit. Nous subissons aussi à travers nos corps ce qu'on appelle la GPA, la gestation pour autrui, dont on a beaucoup parlé par rapport à l'Ukraine. Récemment, une partie du monde s'est rendu compte que il y a des femmes en Ukraine qui subissent ça, et la guerre l'a mis en évidence. La gestation pour autrui, qui est pour moi également un commerce d'enfants déjà, et puis en fait un procédé par lequel des couples riches achètent les bébés de femmes pauvres, et ces femmes qui subissent la perte d'un enfant dans leur chair, qui subissent la location de leur utérus. Voilà, nous subissons le harcèlement sexuel dans la rue, au travail, partout, toujours. Nous subissons énormément. Alors évidemment, ça n'est pas la même chose d'être une femme en Afghanistan, en Iran, en Turquie, qu'en France. Mais pour moi, ce que MeToo a révélé, c'est que la nature des attaques qui nous sont faites est... Excusez-moi. Et je le répète une fois encore, pour moi, à peu près tous les sujets du féminisme sont liés de façon plus ou moins directe toujours au corps des femmes. Même la question, par exemple, de l'inégalité salariale est indirectement, en fait, de toute façon liée au fait que les femmes peuvent enfanter, et que donc se pose la question d'une grossesse. Et voilà, donc ce qui est en jeu, c'est vraiment le corps des femmes, et le fait que certains hommes, beaucoup d'hommes, et certaines femmes, beaucoup de femmes aussi, ont un problème avec les corps des femmes. Et MeToo l'a vraiment révélé. Et pour en revenir à ce que je disais sur le fait que c'est vraiment pas quand même la même chose d'être une femme en Afghanistan et d'être une femme en France, c'est une question pour moi de degré de la violence. Et évidemment, le degré n'est absolument pas le même. Les femmes qui manifestent en Iran, en Afghanistan, risquent leur vie. Voilà. Mais néanmoins, je constate que les mécanismes sont toujours les mêmes.
on oppresse les femmes à travers leur... déjà, on les sexualise. On oppresse les femmes à travers leur sexualité, qu'elle soit récréative ou... récréative, entre guillemets, oui, voilà. Ou reproductive. Voilà. Alors, j'ai besoin de boire. C'est de l'eau. C'est de l'eau, bien sûr, oui. Donc nos corps, voilà, nos corps posent problème. Mais nos corps ne sont pas un problème en soi, en fait. Ils posent problème à certains hommes qui sont soit incapables de maîtriser leurs instincts primaires, soit au contraire calculateurs, pervers, et qui préméditent en fait les actes de barbarie qu'ils nous font subir. Donc voilà, pour moi, j'y reviens vraiment, c'est le premier constat en fait que je fais de MeToo, c'est que au moins voilà, ça a permis quand même de mettre en évidence un problème, ça a permis aux femmes et à toutes les femmes, anonymes, je veux dire connues ou pas, à ce moment-là, on écoutait la parole de toutes les femmes qui disaient ce qu'elles avaient subi. Et ça a été un passage très important quand même. Néanmoins, le constat est que 5 ans après MeToo, malgré cette libération de la parole, rien n'a changé. À ma connaissance, aucun chiffre, aucune statistique. Et puis moi, de ce que j'observe aussi des femmes avec qui je dialogue, de moi, ma vie quotidienne aussi, les femmes ne subissent pas moins de violences. Hein. Voilà. Mais peut-être que la seule chose qui a changé, c'est la reconnaissance du statut de victime. Nous sommes davantage perçus comme des victimes, comme ça a été évoqué précédemment. Et pour moi, ce terme de victime, en fait, c'est un terme important. Ça n'est que justice, en fait, de dire que certaines femmes, et énormément de femmes, en réalité, sont victimes. Et je trouve qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot. Simplement, j'ai un peu l'impression, moi, qu'on vit actuellement une espèce de crise sémantique, de façon un peu globale, et qu'on ne place pas toujours les bonnes définitions, les bonnes notions derrière les mots. Et donc, il y a peut-être un problème aussi actuellement avec le terme de victime. C'est-à-dire que je considère qu'actuellement, le mot victime est brandi comme un étendard, comme une fierté. Et j'en ai marre de ça, voilà, j'en peux plus, je le dis simplement, parce qu'être une victime, ça n'est pas ça. Être une victime, c'est un état de fait. On est victime ou on ne l'est pas. On ne choisit pas d'être une victime. Et poser ce mot, c'est aussi de toute façon nécessaire en réalité pour sortir du traumatisme qui nous a été infligé. C'est-à-dire que l'énonciation du problème, la formulation en fait à travers des mots, le fait de poser les bons mots sur un problème est la condition nécessaire, la première condition pour trouver une solution. Donc se reconnaître victime quelque part, c'est commencer à entrer en lutte pour moi. Néanmoins, quelque chose me dérange là-dedans. C'est le fait que voilà, c'est devenu cool d'être une victime en fait aujourd'hui, et je le déplore réellement parce que, dans les faits en fait, non, ça n'est pas cool d'être une victime, voilà. C'est devenu cool parce que MeToo a quand même, c'est vrai, mis en avant la parole des femmes. Ça a été un moment où les femmes ont été entendues, où on leur a donné de la place, où elles ont pris de la place. On a pu pointer aussi les dysfonctionnements de la justice, parce que si MeToo a existé, c'est à cause des dysfonctionnements de la justice, sinon on n'en serait pas là à devoir dénoncer sur les réseaux sociaux, hors du cadre républicain quelque part, pas hors du cadre républicain, mais je veux dire, hors de l'institution judiciaire, voilà, les horreurs, les barbaries que nous subissons. Et donc voilà, parce que les victimes... parce qu'on leur a donné beaucoup de place, tout d'un coup, dans les médias, il y a certaines personnes qui, je ne sais pas, probablement en manque de besoin d'écouter, je ne sais pas, il faut aller voir un psy, voilà, mais on cru que c'était cool d'être une victime et donc se sont mis à dire, voilà, moi aussi je suis une victime, et puis à glamouriser en fait ce statut, à réellement le brandir comme une fierté, comme un étendard, réellement. Je considère que c'est un procédé qui mène à une sorte de course à l'oppression. Alors, cette course à l'oppression, on la connaissait déjà avant MeToo,
Et je considère que MeToo a été une sorte d'accélérateur en fait de ce phénomène. La course à l'oppression, pour moi, c'est la base du féminisme entre guillemets, et je mets vraiment des guillemets, du féminisme entre guillemets intersectionnel. C'est-à-dire que voilà, depuis quelques années, on ne parle plus du féminisme, mais des féminismes, comme si on pouvait. Moi, non, je ne reconnais pas qu'on puisse être féministe tout en disant que la prostitution, c'est super, que c'est un outil d'émancipation pour les femmes et que le voile, c'est pareil, en fait. Pour moi, ça ne s'appelle pas du féminisme, ça s'appelle du sexisme, de la misogynie, tout ce que vous voulez. Je vous remercie. Mais en fait, il faut arrêter de changer le sens des mots. Il faut arrêter surtout, en plus, d'inverser le sens des mots. C'est-à-dire que le sexisme devient du féminisme, les hommes deviennent des femmes, c'est n'importe quoi. J'explique, j'imagine, vu les personnes qui sont présentes, en fait, vous devez savoir ce qu'est le féminisme intersectionnel, mais j'en touche quand même un mot, parce que pour moi, à la base, le concept d'intersectionnalité, c'est quand même quelque chose de... c'est un prisme d'analyse intéressant. Donc voilà, le féminisme intersectionnel met en avant le fait que différents types de discrimination existent, le racisme, l'homophobie, l'islamophobie, même si on peut s'interroger sur ce terme, le validisme, qui est une discrimination que subissent les personnes handicapées, le classisme, discrimination basée sur voilà, la classe sociale ou le niveau de richesse, la transphobie, entre guillemets, même si je rajouterais des guillemets aussi. Voilà. Et à l'origine, le concept d'intersectionnalité permet quand même de dire, par exemple, qu'une femme noire ne subit pas exactement... disons, la somme des oppressions que subit un homme noir et la somme des oppressions que subit une femme blanche. Les femmes noires subissent des oppressions spécifiques. Et certaines insultes, par exemple, spécifiques, qu'on n'emploiera qu'à l'égard des femmes noires. Et en ce sens-là, et ça n'est qu'un exemple, hein, et en ce sens-là, je trouve quand même que le concept, la notion d'intersectionnalité est quand même intéressante. Néanmoins, poussée à son extrême, je considère que l'intersectionnalité divise davantage qu'elle rassemble, c'est-à-dire qu'elle crée des cases, peut-être davantage même des castes à l'intérieur du féminisme. Et donc il y a certaines femmes qui sont plus opprimées que d'autres. C'est une réalité, encore une fois. Enfin, oui, les femmes afghanes et iraniennes, turques, chinoises souffrent davantage, évidemment, que les femmes françaises. Mais, d'ailleurs, cette question de l'intersectionnalité, en général, ne se pose pas dans les pays dits du Sud. Mais voilà, j'en ai marre de ces castes, j'en ai marre des mécanismes qui amènent plutôt à nous diviser qu'à nous rassembler. Et puis surtout, en fait, cette injonction à l'intersectionnalité, cette espèce de course à l'oppression a mené, voilà, quand on la pousse à son extrémité, a mené à quelque chose d'extrêmement surprenant que moi, je n'aurais pas imaginé il y a 5 ans, il y a 10 ans, qui est le fait qu'aujourd'hui, les femmes les plus opprimées sont des hommes. Je m'explique. Donc les femmes trans, c'est-à-dire les hommes qui considèrent qu'ils sont des femmes, et je n'ai rien contre ces personnes. Certaines de ces personnes souffrent d'un trouble psychiatrique qu'on appelle la dysphorie de genre. Ces personnes ressentent qu'elles sont nées dans le mauvais corps. Ça doit être, elles le disent, hein, ces personnes expriment une détresse absolument insupportable. Après, il y a une autre catégorie de personnes trans qui disent, elles, ne pas ressentir de dysphorie de genre. Et dans ce cas-là, je ne comprends pas très bien, mais peu importe. Et donc, le féminisme intersectionnel, queer inclusif... Pardon. Le féminisme intersectionnel, queer inclusif a absolument inclus, en fait, donc, toutes les catégories de... comme s'il pouvait y avoir des catégories de femmes. Enfin, c'est... Voilà. Et donc, y compris... voilà... les hommes qui se sentent femmes. Et je remarque que du coup, actuellement, en fait, à l'intérieur du féminisme, c'est ce qui, moi, me fait vraiment plus bondir actuellement, voilà, les femmes les plus opprimées sont actuellement des hommes. C'est quand même un problème.
Je crois que MeToo a eu aussi pour effet, en fait, et c'est corrélé à ce que je viens de dire, d'augmenter l'empathie des femmes. Cette empathie, moi je pense que l'empathie est plus développée chez les femmes. C'est-à-dire qu'on le voit, hein, les femmes sont davantage présentes, par exemple, dans les secteurs professionnels médicaux, du soin à la personne. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose de naturel ou de culturellement construit? C'est un autre débat. Moi, l'état actuel de mes connaissances sur le sujet me permettrait de dire que c'est probablement un peu des deux, mais peu importe, les faits sont là. Et alors l'empathie, c'est formidable, c'est une immense qualité, mais je remarque qu'en règle générale, vos plus belles qualités sont aussi souvent vos pires défauts. Et cette empathie des femmes a conduit vraiment les femmes à prendre sous leurs ailes, en fait, a conduit les femmes des milieux féministes à prendre sous leurs ailes, en fait, absolument toutes les luttes. Hein. Donc on fait l'injonction aux femmes de s'occuper et de l'antiracisme, et les juifs et les homosexuels et les handicapés, et Robert qui a envie qu'on l'appelle Catherine. Et je remarque qu'on ne fait pas la même injonction aux militants antiracistes, par exemple. On ne vient pas leur dire et les femmes, et les handicapés, et les juifs. Et donc finalement, en fait, le féminisme, actuellement, je trouve, s'occupe d'à peu près tout le monde, sauf des femmes. Les femmes ne sont plus le sujet principal du féminisme. Il y a un espèce de phénomène de dissolution comme ça, où la lutte contre les féminicides, je rappelle, c'est nécessaire de le rappeler, même si vous connaissez probablement ces chiffres, hein, que tous les 3 jours, un homme assassine sa conjointe ou ex, que chaque année, ce sont les chiffres officiels, mais ils sont probablement encore plus massifs, 220 000 femmes sont victimes de violences conjugales en France chaque année, et on ne parle que de la France. On ne parle plus de ça. Hein, ça n'intéresse personne, ça n'est pas cool. Voilà. Et donc, j'aimerais que les femmes, les féministes, au lieu de se préoccuper d'à peu près toute la misère du monde, se préoccupent davantage des femmes. Voilà, je trouve que ce qui se passe en ce moment est grave. Je trouve ça grave que les femmes ne soient plus le sujet central du féminisme, de cette lutte qui porte étymologiquement et historiquement leur nom. Je trouve ça grave que la définition du mot femme ne soit plus évidente pour tout le monde. Là encore, on est dans un problème de sémantique. Et voilà, aujourd'hui, sous couvert d'inclusivité, de bienveillance, parce qu'il faut respecter les revendications identitaires des minorités, on en vient à léser la majorité. Voilà. Parce que les femmes représentent 52% de la population, les personnes trans, moins de 1%. Je trouve ça grave qu'on nie la biologie. Je trouve ça grave qu'on affirme que la sexuation est une construction sociale. Je trouve ça grave qu'on accuse les lesbiennes qui ne veulent pas avoir de rapport avec les femmes à pénis, entre guillemets, de sales transphobes. Et donc, pour conclure, je dirais que les femmes afghanes, iraniennes, ne sont pas victimes des pires barbaries parce qu'elles se ressentent femmes, parce qu'elles éprouveraient ce sentiment mystique de la féminité, mais bien parce qu'elles sont des femmes. On est une femme ou on ne l'est pas. On ne choisit pas d'être une femme. Et je trouve que c'est une insulte à celles qui subissent l'excision, à celles qui subissent les mariages forcés, à celles qui subissent les lapidations, le voilement et toutes ces barbaries sur lesquelles on peut s'entendre et sur lesquelles il n'y a absolument aucun débat à avoir. Je trouve que c'est une insulte de dire à ces femmes qu'être une femme est un sentiment. Voilà. Mais ces femmes-là sont évidemment le dernier souci des féministes occidentales intersectionnelles qui nous martèlent que le voile est un vêtement comme un autre, et que les femmes sont libres de le porter. Et je trouve ça grave que dès qu'on ose en France soutenir les révoltes incroyables, le courage incroyable des Iraniennes et des Afghanes qui se battent pour ne plus subir ce que certaines féministes en France
appellent de leur vœu, en fait, en réalité. Je trouve ça grave qu'on soit accusé d'islamophobie et de tous les mots. Je trouve que c'est une insulte qui leur est faite. Alors, voilà, ma conclusion, en fait, elle est là. Je trouve que par des mécanismes extrêmement pervers, en utilisant la force phénoménale que MeToo a créée et en détournant complètement l'importance de la reconnaissance du statut de victime, je trouve que le féminisme intersectionnel a réussi à faire en sorte que les femmes et les horreurs qu'elles subissent ne soient désormais plus du tout le sujet central du féminisme. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aller faire du lobbying auprès de l'ONU pour normaliser le port du voile. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'affirmer bruyamment que Robert, qui fait sa crise de la soixantaine et qui a envie qu'on l'appelle Catherine, est une femme. Et pour moi aujourd'hui, et je le déplore réellement parce que je continue à me reconnaître dans ce terme, le terme de féministe, mais pour moi aujourd'hui le féminisme est devenu une coquille vide.